Monsieur le ministre, cher Jean-Marc Tomasini, monsieur le maire, messieurs les parlementaires, messieurs les préfets, madame la sous-préfète, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier, monsieur le maire, de m'offrir l'hospitalité de ces lieux, de votre commune, pour venir aussi à la rencontre des agents, des sous-préfectures, et des services de l'État qui, à travers cette maison de l'État, ont appris à mutualiser un certain nombre de fonctions de leurs administrations et qui nous donnent l'occasion, puisqu'ils sont là nombreux, de dire ce qu'est la réforme de l'administration préfectorale que j'ai souhaité engager au cours des derniers mois pour donner beaucoup plus de force aux services publics sur le territoire national et notamment en milieu rural. C'est pour moi toujours un très bon moment que de venir à la rencontre des territoires, de le faire sans plus de protocole en présence des élus, des maires, qui jouent un rôle absolument essentiel dans le maintien du lien social et républicain dans notre pays, qui a besoin d'unité et qui a besoin d'affirmer ses valeurs. Et la municipalité est un bon lieu, une bonne échelle d'affirmation des valeurs républicaines. Et j'ai plaisir aussi, par-delà les maires, à rencontrer les parlementaires qui me soumettent au flot de leurs questions le mardi et mercredi après-midi. Donc les voir dans un autre cadre est pour moi un intervention à mon bonheur. Comme ça, je suis sûr qu'ici, à Château-Sanars, avec eux, mais sans l'auditeur de l'Assemblée, je risque beaucoup moins qu'avec vous. Comme ils sont tous extrêmement républicains et profondément attachés à la qualité des dialogues républicains, j'ai aussi plaisir à les retrouver tous, quelle que soit leur sensibilité politique, parce que nous sommes dans une période où les enjeux sont extrêmement graves et où ceux qui sont investis de la responsabilité publique doivent privilégier, en tous les cas c'est ma conviction, peut-être ai-je tort, autant que faire se peut, ce qui rassemble, plutôt que de chercher toujours dans les charmes de la politique à attiser ce qui peut diviser ou susciter des fractures dans la République. Et puis j'ai le plaisir à être sur ce territoire, qui est un territoire qui a énormément d'atouts, même s'il souffre. Je viens de rencontrer les agriculteurs et sur le plan industriel aussi, la désertification a fait depuis de nombreuses décennies son œuvre, mais ce territoire a des atouts qui tiennent à la beauté de ses paysages, qui tiennent à la qualité de ceux qui y vivent, qui sont courageux, qui sont déterminés, qui sont travailleurs et qui ont un attachement indéfectible à la terre où ils vivent après y avoir grandi. Et puis, en regardant les fonctionnaires de l'ONF, il y a les charmes de la nature, les massifs forestiers, qui donnent beaucoup de force à ce territoire. Les territoires qui ont des forêts sont comme les territoires qui ont des façades littorales. Ils ont une âme particulière. Et les gens de forêt, comme les gens de mer, ont des valeurs, des principes, une culture qui donnent la force au territoire. Bon, vous le savez tous, même si vous avez eu à découvrir cela à travers les médias, notre pays a été confronté en 2015 à de terribles épreuves. Et dans ces épreuves, notre ministère, celui de l'Intérieur, s'est retrouvé en première ligne, avec les élus, avec les forces de sécurité intérieures, avec les forces de sécurité civile, pour affronter ce qu'il faut bien appeler une monstruosité, une violence barbare, c'est-à-dire le terrorisme qui tue, et qui tue de façon mécanique des êtres parce qu'ils sont tout simplement différents, ou parce qu'on considère qu'ils devraient penser autrement. Et quand on a vécu les événements du mois de novembre dernier, les événements du début du mois de janvier 2015, que l'on a vu les forces de sécurité en première ligne payer un lourd tribut pour sauver la vie des Français, que l'on a vu des Français mourir de façon terrible, parce qu'ils étaient journalistes et caricaturistes, ou parce qu'ils étaient policiers, ou parce qu'ils étaient de confession juive, ou parce qu'ils étaient tout simplement jeunes, attablés à des terrasses de café ou dans des salles de concert, et que l'on a vu l'immensité du chagrin des proches et du chagrin de tout un pays, et que l'on a vu toutes nos forces
notre administration, notre service public, nos forces de sécurité donnaient le meilleur d'elles-mêmes, nos forces de sécurité civile, on ne sort pas indemne d'une telle expérience. Si l'on aimait la République avant de vivre cela, après l'avoir vécu, on l'aime passionnément. Et si on avait, ce qui est mon cas, et je le dis avec d'autant plus de plaisir que le maire de Château-Salins est policier, un immense respect pour ceux qui portent l'uniforme, les policiers, les gendarmes, les militaires, parce qu'ils incarnent le droit dans la République. Et quand on les a vus tomber avec leur uniforme, parce qu'on s'en est pris aux valeurs de la République au nom d'une barbarie abjecte, alors on n'est plus dans le respect, on est dans l'admiration et on est le cœur plein de gratitude. Mais parmi ces fonctionnaires qui ont payé ce lourd tribut que je viens d'évoquer, il y avait aussi des fonctionnaires qui étaient davantage dans l'ombre et qui ont beaucoup donné d'eux-mêmes. Je l'ai vu pendant les attentats, je l'ai vu à l'occasion du drame terrible de la Germanwings dans les Alpes d'Haute-Provence. Ce sont les fonctionnaires de l'État et les fonctionnaires des préfectures et des sous-préfectures. Et à tous ceux qui sont fonctionnaires de l'État, qui sont fonctionnaires des préfectures et des sous-préfectures, qui sont ici dans cette salle, je veux leur dire que certes, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Sécurité, publique, de la sécurité civile, le ministre de la lutte antiterroriste, mais il est aussi le ministre des préfectures et des sous-préfectures, qui ne sont pas entièrement à part au ministère de l'Intérieur, mais qui sont à part entière au ministère de l'Intérieur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours, dès mon premier jour, place Beauvau, défini le ministère de l'Intérieur comme le ministère de l'État. C'est-à-dire le ministère qui, en son sein, porte avec fierté les forces de sécurité, mais aussi porte les préfectures, les sous-préfectures, qui incarnent l'État, comme les préfets, d'ailleurs, avec leur casquette, avec toute la force que cela signifie dans la République. Et notre République a besoin d'État. Elle a besoin de préfets forts. Je ne suis pas, moi, hostile à la décentralisation. 1982 a conduit les collectivités locales à avoir de la force dans la République. Mais je veux qu'en face des forts, il y ait des préfets puissants. Parce que c'est dans le dialogue entre un État qui est capable d'assumer ses prérogatives régaliennes, qui est capable d'affirmer le lien social, et des élus qui défendent leur territoire, que la République trouve de façon supérieure son unité. Et par conséquent, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée d'être ici, après m'être adressé aux forces de sécurité tout à l'heure, m'adresser aux fonctionnaires des préfectures, des sous-préfectures et de l'administration déconcentrée de l'État. D'abord, pour envoyer le message que nous avons engagé une large réforme de l'administration de l'État, résultant notamment de la réforme des collectivités territoriales, avec des communes nouvelles qui émergent un peu partout en France, des intercommunalités qui s'agrandissent, des grandes régions qui se sont constituées, et une administration de l'État qui doit s'adapter. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que, dans la réforme de l'administration de l'État régionale, on ne concentre pas tout dans la nouvelle préfecture de région. En l'occurrence chez vous, que l'on ne concentre pas tout à Strasbourg. Et j'ai demandé aux préfets préfigurateurs, qui étaient pour chacun d'entre eux les préfets des nouveaux chefs-lieux de région, de bien vouloir travailler avec les préfets des anciennes régions non encore fusionnées pour déterminer la répartition des administrations territoriales de l'État. Et par exemple, dans la région Grand Est, je n'ai pas souhaité que tout fût à Strasbourg. Et j'ai souhaité qu'à Metz, il demeure des administrations régionales puissantes, la zone de défense, l'ADREAL et d'autres administrations importantes qui donnent énormément d'emplois à votre département et à Metz. Je regardais tout à l'heure avec mes collaborateurs dans le train qui m'a mené de Paris ce que représente la zone de défense à Metz. C'est plus de 1000 emplois. Plus de 1000 emplois. Et vous imaginez les conséquences que cela aurait eu si j'avais décidé de déplacer la zone de défense à Metz, et
ce n'est pas parce que le préfet d'Alsace est le préfet de la zone de défense que les 1000 emplois ont vocation à quitter Metz, ils y resteront, j'en prends l'engagement. Il vaut mieux 1000 emplois à Metz et un préfet de zone à Strasbourg qu'un préfet de zone à Metz et un emploi à Strasbourg. Le maire de Metz qui n'est pas là, je pense, on sera tout à fait d'accord avec moi sur cette équation. J'ai souhaité également qu'on aille au-delà de cette réforme. Et j'ai lancé, les fonctionnaires des sous-préfectures et des préfectures le savent, un plan, qui est le plan préfecture nouvelle génération, et dont je veux rappeler devant les personnels et les élus la philosophie. Il y a eu, au cours des dernières années, ce que l'on a appelé la révision générale des politiques publiques. Je ne suis pas là pour faire des inventaires et des polémiques, et donc je m'empresse de dire au sénateur Didier et au député Marty que je ne vais pas me mettre à faire ici de la politique comme on en fait au Parlement le mercredi. S'il y a une révision générale des politiques publiques, c'est qu'il fallait faire des économies. Et quel que soit le gouvernement qui aura exercé les responsabilités demain, il devra continuer à en faire. Et tous ceux qui viendront à ces tribunes dans le cadre des campagnes à venir pour vous expliquer qu'ils cesseront de faire des économies, vous mentiront. Et donc, comme je ne souhaite pas faire de la politique assis, je ne vais pas vous indiquer que dans la situation dans laquelle se trouvent nos finances publiques, qui appelleront un long redressement de nos comptes, il n'y aura plus d'économies à faire dans les années qui viennent. Mais la révision générale des politiques publiques a eu un défaut, bien qu'elle ait reposé sur un principe que je comprends, celui de faire des économies, c'est qu'elle a fait des économies indistinctement. Non pas en convoquant des réformes structurelles, mais en mettant en place un dispositif qui consistait à donner au ministre de l'Intérieur chaque année un quota d'emplois à supprimer, que ces emplois étaient supprimés dans toutes les administrations sans distinction les unes des autres, et qu'à la fin, ça conduisait à une aporie administrative de toute l'administration de l'État dans les territoires, l'administration préfectorale et sous-préfectorale. Chaque année, entre 2008 et 2012, et je dirais même entre 2008 et 2014, puisque cela continue au-delà de 2012 pendant un an, et il y a eu entre 800 et 600 emplois supprimés chaque année dans les préfectures et sous-préfectures de France. Je le dis pour les élus, quand vous savez qu'une préfecture, c'est en moyenne 250 emplois, 3500 emplois, c'est près de 12 à 13 préfectures que l'on supprime. C'est ça qui a été fait. L'équivalent de 12 à 13 préfectures. Lorsque je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, ayant été auparavant ministre du Budget, ayant donc négocié avec mon prédécesseur de Premier ministre les schémas d'emploi pour le ministère de l'Intérieur, notamment pour l'administration territoriale de l'État, j'ai proposé à mon prédécesseur qui avait eu à me subir de ne pas subir ce que je lui avais fait subir. Et par conséquent, de changer de modèle. Ce qui signifiait qu'on arrêtait de supprimer ces emplois et qu'on essayait de faire une réforme structurelle. Et j'ai été suivi par le Premier ministre, à qui je dois cette réforme, puisqu'il a rendu les arbitrages qui devaient être rendus. Et le Premier ministre m'a permis de passer de moins 600 emplois, après 5 fois 800 au cours des années précédentes, à moins 180. Et cette année, il a encore accepté que je ne supprime que les emplois qui pouvaient être dégagés en raison d'une mutualisation à l'emploi près de nos services dans les préfectures. Et comme il faut que je rende 1300 emplois à Bercy d'ici 2017, j'ai décidé d'engager une réforme structurelle pour ne pas avoir à affaiblir toutes les sous-préfectures, toutes les préfectures de France par cette logique de rabot qui arrase et tout. Et donc, c'est là que sort le programme Préfecture Nouvelle Génération. Ça consiste à mettre en place des plateformes de titres au plan national qui vont me permettre, par un effort de mutualisation, d'économie d'échelle, de masse critique, à travers la création de 35 plateformes de titres au plan national, de dégager des marges de manœuvre à hauteur de 2000 emplois. Comme on me demande à Bercy d'en rendre 1300, ça veut dire que je peux en réinjecter sur les territoires 700. Ce qui est considérable, ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et donc, mon plan Préfecture Nouvelle Génération va me permettre de mettre des plateformes de titres qui fonctionnent. Et d'ailleurs, Metz a été l'une des premières plateformes de titres mises en place en septembre 2014. Et
je vais en mettre en place 35 supplémentaires, de manière à avoir un niveau de service élevé, des emplois équivalents temps plein dégagés et recréer de l'emploi au plan local. Les organisations syndicales avec qui j'ai évoqué ce sujet y ont vu un intérêt, c'est-à-dire de ne plus continuer à être dans cette logique de rabot, d'affaiblissement. Elles y ont vu l'intérêt d'une réforme structurelle, mais bien entendu, les organisations syndicales ont pour principale caractéristique, et je le comprends, et ce n'est pas un reproche dans ma bouche, de considérer que le ministre de toutes les façons doit être sous surveillance, et que même si son inspiration est bonne, et sa réforme n'est pas absurde, avant que de dire qu'il faut aller de l'avant, et il vaut mieux le voir poser les premiers actes. Ce que je comprends. Et je ne m'en offusque pas. Et s'il y a des représentants d'organisations syndicales ici, je leur dis qu'ils ont raison de faire ce travail, que ce travail est utile au ministre, parce que, compte tenu de la masse de sujets que j'ai à traiter, si vous n'êtes pas là dans la vigilance, je pourrais peut-être m'égarer, sait-on jamais. Et puis, je pense qu'il est bon que, y compris les réformes dont doutent les organisations syndicales, sans être produites avec les organisations syndicales qu'il ne faut jamais compromettre, peuvent être discutées intelligemment avec elles lorsqu'il s'agit du bien du pays, de l'intérêt général. Donc, je suis venu vous dire, pour être plus synthétique, que je souhaite redonner 700 emplois dans l'administration préfectorale et sous-préfectorale dans les années qui viennent, et dans les arbitrages qui ont été rendus concernant le pacte de sécurité ou le plan de lutte contre l'immigration irrégulière, ce sont 370 emplois sur 2 ans qui vont être affectés au ministère de l'Intérieur, et cela ne mérite pas qu'on me siffle. Parce que c'est une bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer. Je n'ose pas imaginer ce qu'aurait été l'ambiance qui avait annoncé moins 370. Mais j'annonce plus 370 dans votre ville, monsieur le maire, et voilà que des mécontentements s'expriment. Mais ça fait partie aussi de la spontanéité d'une relation. Et ça tient aussi beaucoup au progrès de la téléphonie. Deuxième sujet sur lequel je voudrais dire un mot, après avoir évoqué le programme Préfecture Nouvelle Génération et la réforme de l'administration régionale, c'est sur la réforme de l'administration infradépartementale. Parce que l'administration infradépartementale, c'est-à-dire le maillage des sous-préfectures, et c'est pour ça aussi que je suis à Château-Salins où les choses ont pris une dimension intelligente, date de 1926. C'est Raymond Poincaré qui avait fait cette carte, et cette carte n'a que très peu bougé depuis 1926. Or, depuis 1926, si la carte n'a pas bougé, la France, elle, a bougé. Il y a des territoires où la démographie s'est modifiée, il y a des territoires qui étaient des territoires enclavés qui sont devenus des territoires de projet, d'autres territoires qui en 1926 étaient des territoires de prospérité qui sont devenus des territoires de difficulté. Il y a des collectivités locales qui elles-mêmes ont fait évoluer leur organisation et leur tissu. Et par conséquent, je pense que le moment est venu de mettre en adéquation la carte des implantations infradépartementales avec la réalité de la France telle qu'elle est. Il y a plusieurs manières de faire ce travail-là. La première manière, c'est de m'enfermer dans mon bureau avec le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui n'est pas un mauvais esprit, qui a de la matière grise, et ses collaborateurs aussi, et de dire, bon, bah, compte tenu de ce que j'ai constaté tout seul, voilà la nouvelle carte des sous-préfectures et des maisons de l'État que je propose au pays. Je pense que cette méthode, qui a beaucoup prévalu dans la mise en œuvre des réformes en France, serait vouée à l'échec. Parce qu'une réforme, fût-elle pertinente et intellectuellement construite, qui serait conçue hors sol et qui s'appliquerait au territoire sans aucun dialogue avec les organisations syndicales et les élus parlementaires, conseillers départementaux, présidents d'intercommunalité, n'aurait pas de sens. Et donc, je propose que cette carte soit une carte coproduite entre le ministère de l'Intérieur et les territoires. Et j'ai donc donné un mandat au préfet, assez comparable à celui que j'avais donné au mandat des préfets d'Alsace-Moselle, pour leur dire, peut-on jumeler des
arrondissements? Peut-on faire en sorte que là où il y a des préfectures trop réduites, on mutualise pour créer des maisons de l'État? Ou qu'au contraire, on profite des 700 emplois dont je parlais tout à l'heure pour donner plus d'emplois à certaines sous-préfectures? Est-ce que l'on peut faire en sorte que là où il y a des maisons de l'État et des sous-préfectures, mais des services publics trop peu implantés, on puisse implanter des maisons de services publics en faisant en sorte que ce qui se fait par exemple, par contractualisation entre la gendarmerie et la poste, puisse être généralisé partout en France pour qu'il y ait des guichets de services publics, des maisons de l'État, ou à l'instar de ce qui se passe dans votre ville, Monsieur le maire, on voit des services issus de plusieurs administrations mutualisées et coopérer ensemble pour donner une masse critique, une visibilité territoriale à la maison de l'État. Bref, je demande au préfet, en liaison avec vous tous, qui êtes représentants des personnels et des collectivités locales, de coproduire une carte pour aboutir à ce que nous avons fait à Sarrebourg et à Château-Salins. C'est-à-dire jumeler des arrondissements, rassembler des administrations, donner plus de force à l'administration, numériser le fonctionnement de l'administration et surtout, je le dis dans un territoire rural, mettre l'administration préfectorale et sous-préfectorale au service des maires et des présidents d'intercommunalités rurales, communautés de communes rurales. Parce que lorsque tout à l'heure je vous parlais de la réforme préfecture nouvelle génération et des 700 emplois qui s'en dégagent, lorsque je vous parlais de la réforme de l'administration territoriale régionale de l'État, j'avais à l'esprit que la diminution de 30% des effectifs d'ESGAR résultant de la fusion des régions, la mise en place du plan PPNG qui me donne des marges de manœuvre, me permettra de créer, avec la seule administration de Beauvau, du ministère de l'Intérieur, des équipes d'ingénierie à disposition des territoires d'au moins 5 collaborateurs. Et je demande à Bercy, je demande au BD de faire de même, de manière à ce que ces équipes d'ingénieurs, dans le domaine de l'accompagnement financier, de l'accompagnement juridique, de l'accompagnement en ingénierie de projet, puissent être mises à la disposition des communautés de communes rurales qui ont souvent des projets et manquent d'acteurs pour les accompagner dans ces projets. Donc je souhaite absolument, à travers cette réforme, mettre en place des équipes projetables d'ingénieurs, il en a déjà dans nos préfectures, auprès des communautés de communes pour les aider à développer leurs projets. Et je souhaite que tout cela se fasse dans une rationalisation des implantations et dans une clarification des missions des préfectures, puisque l'échelon départemental est celui que nous confortons, autour d'un certain nombre d'axes stratégiques, l'ingénierie et l'accompagnement des projets, la gestion des crises, c'est-à-dire à la fois des crises terroristes et des crises catastrophes naturelles ou crises sanitaires, qu'on puisse spécialiser aussi ces implantations de l'État préfectoral et sous-préfectoral dans l'accompagnement juridique des collectivités ou la gestion financière, de manière à ce que les maires, les élus, aient toute la ressource dont ils ont besoin pour développer les territoires dans le cadre d'une relation repensée, partenariale, puissante entre l'État et les collectivités territoriales. Eh bien, ici, sur ce territoire, vous avez été précurseurs. Vous avez été intelligents avant les autres. Vous avez été inventifs. Il y avait, avant la réforme dont j'ai confié le soin au préfet de l'engager, 22 arrondissements. Au terme de cette réforme, il y en a 14 avec des implantations confortées et parfois des implantations supplémentaires à travers la création de ces maisons de l'État qui sont un plus pour les territoires et qui prendront encore plus de force et de relief dans les années qui viennent à travers la réforme que je viens de vous présenter. Je voudrais conclure en un mot qui renvoie pour moi à l'essentiel. Je l'ai évoqué ce matin à Metz lorsque je me suis adressé aux forces de sécurité. Chacun, bien entendu, dans cette salle a ses convictions. Chacun a ses préférences. Et elles s'expriment. Encore un instant. Et c'est bien ainsi parce que la démocratie vit de cela, de cette pluralité de sensibilités, de convictions, d'opinions, de la confrontation des points de vue des Français. Mais j'insiste sur un point qui correspond pour le coup à ma conviction personnelle.
Notre pays a besoin plus que jamais de respect. De respect. Moi, je suis extrêmement choqué de voir la tournure que prend le débat public, notamment sur Internet, où l'anonymisation de ceux qui s'expriment semble autoriser à chaque phrase l'insulte, la violence à l'égard de l'autre. Souvent, d'ailleurs, la violence et l'insulte convoquant le mensonge et parfois les instincts les plus terribles dont notre pays puisse être capable, et dont l'histoire d'ailleurs a pu nous révéler à quel point ils étaient funestes. Et quand on se rend compte que les instincts sont funestes, généralement il est trop tard. Des dégâts considérables ont été effectués et la réparation des blessures prend un temps qui est celui d'une ou deux générations sacrifiées. Et moi j'aspire dans le contexte très difficile auquel le pays est confronté qu'il y ait du respect. Et du respect notamment à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme on pense soi-même. On est presque plus légitime, on doit être plus attentif dans le choix des mots que l'on convoque lorsqu'il s'agit de s'adresser à ceux qui sont dans une pensée différente, si l'on veut que le respect demeure. Je le dis devant les parlementaires lorsque je vois le spectacle des questions au gouvernement, ou dans une espèce de plaisir partagé entre les seuls acteurs de la classe politique, l'invective, les borborigmes, les interpellations, les bruits de toutes sortes envahissent l'écran des Français qui, fatigués de ce bruit, finissent par s'éloigner de la politique, ou s'ils s'en éloignent pas, finissent par se réfugier dans les votes contestataires. Eh bien, chez moi, à la République, à ses valeurs et à ses principes. Donc le respect. Le respect que l'on doit aussi à ceux qui portent l'uniforme, qui ne méritent pas d'être stigmatisés comme des vecteurs de violence. Quand je vois théoriser les violences policières ou gendarmesques dans notre pays, alors que j'ai tant de fois assisté, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, à ces drames et à ces moments épouvantables où des enfants sont derrière leur cercueil de leurs parents qui ont porté l'uniforme et qui sont morts des violences dont ils ont été victimes alors qu'ils s'employaient à assurer la sécurité des Français, j'ai à l'égard de ces propos sur la stigmatisation des violences policières un peu de révolte. Même si je n'ai pas accepté comme ministre de l'Intérieur que quiconque qui est sous ma responsabilité manque à quelque moment que ce soit au devoir de respect de la règle et au devoir de respect que les forces de l'ordre doivent aux Français elles aussi. Et dans le respect, il y a aussi le respect que l'on doit à ceux qui, comme une grande partie d'entre vous, incarnent l'intérêt général, soit parce qu'ils sont fonctionnaires, soit parce qu'ils sont élus, et comme élus, donnent un temps très important de leur vie pour essayer de défendre l'intérêt général. De la même manière, je n'aime pas qu'on stigmatise les violences policières, je n'aime pas non plus que l'on fasse passer des élus pour des profiteurs, des narcisses, qui ne sont intéressés que par eux-mêmes et qui n'ont qu'un regard distancié par rapport aux considérations d'intérêt général, alors que je sais que dans des communes comme le vôtre, monsieur le maire, un élu fait tout, qu'il est sollicité en permanence, qu'il doit être disponible 24 heures sur 24, et que quand il est excellent, qu'il a donné toute sa vie, à la fin, il ne peut s'attendre, ça fait aussi partie des grandeurs de la fonction d'élu, qu'à l'ingratitude ou l'oubli de ceux qui l'aura servi. C'est ça la réalité. Donc tout ça ne mérite pas ces réputations, ces abaissements. Donc je voudrais conclure en vous disant, croyez en la République et préférez-la à toute autre chose, à tout autre choix, à toute autre pente, à tout autre penchant. Et gardons-nous collectivement, même si nous pouvons en avoir la tentation, parce que les emportements sont toujours possibles, de préférer les divisions, la polémique et les abaissements de la politique à ce joyau que nous avons en commun et en partage, qui s'appelle la République, et qui n'a jamais été aussi fragile qu'elle ne l'est aujourd'hui pour des raisons qui tiennent aux menaces qui se présentent à elle, et qui mérite pour elle, pour ce qu'elle nous a donné, pour la paix qu'elle nous a procurée,